C'est presque la foire de bons sentiments US à l'égard de l'État algérien. Interrogée sur la position des États-Unis sur l'élection présidentielle prévue en Algérie en 2019, la porte-parole régionale du département d'État américain a estimé que le gouvernement de son pays suivait de près l'évolution de la situation et que des débats fructueux sont engagés avec les hommes politiques ainsi qu'avec les journalistes. Ceci, explique-t-elle, fait partie de l'action diplomatique ordinaire pour comprendre la situation et les États-Unis sont prêts à coopérer avec le gouvernement élu. S'exprimant par vidéoconférence depuis Dubaï, lors d'une conférence débat animée jeudi au siège de l'ambassade des États-Unis à Alger, cette porte-parole du département d'État américain et spécialisée du monde arabe a souligné la profondeur des relations entre les deux pays qui dépassent, selon elle, l'aspect officiel puisqu'elles ont un enracinement populaire. Ces propos interviennent presque simultanément à la décision d'une fondation américaine Brave, qui vient de décerner son prix de la paix 2018 au président algérien Abdelaziz Bouteflika en guise de reconnaissance de ses efforts pour le retour de la paix civile dans son pays et pour sa contribution à la résolution de conflits dans le monde. C'est ce qu'a indiqué un communiqué d'ailleurs de la fondation le 27 septembre. Le communiqué de la Fondation dit « Le chef de l'État algérien est le premier bénéficiaire de son prix annuel de la paix pour son rôle en tant que médiateur de la paix dans son pays, au Moyen-Orient et en Afrique. » En précisant que les anciens membres du Congrès américain, George Oberkerner, élu de New York, Christopher Chase, élu de Connecticut, ont décerné le prix au nom de la Fondation. Certains analystes voient dans autant d'euphorie pro-algérienne de l'oncle Sam les signes d'une rivalité franco-américaine. D'autres, au contraire, croient à un projet conjoint franco-US destiné à mettre bien au pas l'État le plus résistant du nord de l'Afrique face aux velléités hégémonistes occidentales, que ce soit de nature américaine ou française. En effet, alors que les Marines US sont installés sur les frontières tunaiso-algériennes sous prétexte de porter assistance aux Tunisiens dans leur lutte contre les supposés terroristes, bien réactivés ces derniers temps, la force Barkhane, au Mali, vient de lancer une opération aéroportée dans la région de Ménaka, soit à quelques kilomètres des frontières algériennes. L'état-major français parle de 80 parachutistes largués par 2 avions de transport tactique. Et pour la première fois, un A400M Atlas a pris part à ce type d'opération sur un théâtre extérieur en larguant 40 autres militaires. On explique évidemment ce nouveau déploiement par la présence des terroristes qui, trop invisibles, auraient infecté le désert, mais les Algériens ne sont pas dupes. Sauter sur Ménaka ne résoudra certainement pas le conflit malien, et d'ailleurs ce n'est pas du Mali qu'il est question, mais bien de l'Algérie. Les parachutistes français attendent sans doute les drones armés américains basés à quelques encablures de Ménaka au Niger et à Douentza ou encore à Abibera. Eh bien, sur fond de déploiement de troupes parfaitement synergiques franco-US que le diplomate américain Brian Ober a mis l'accent jeudi sur le poids de la coopération algéro-américaine dans le domaine de la lutte antiterroriste, en saluant l'effort algérien en la matière, ce qui est une bonne chose pour les États-Unis et pour le monde, entre guillemets. S'exprimant par vidéoconférence, le diplomate a bien répondu à une question concernant les possibilités d'instaurer des sanctions contre l'Algérie suite à l'acquisition d'armes russes par l'Algérie. En effet, on se rappelle bien que la Chine vient d'être sanctionnée par les États-Unis pour avoir acheté les S-400 russes. Brian Ober a répondu que l'Algérie est un État souverain et de ce fait a le droit de protéger ses intérêts extérieurs, tout en ajoutant « tout comme les États-Unis ». Comprendre que Washington est également dans son droit de maintenir les sanctions contre la Russie, éventuellement contre toute coopération militaire avec ce pays, en s'appuyant sur la loi dite de lutte contre les ennemis des États-Unis au moyen de sanctions. Il y a comme un parfum de chantage et d'harcèlement dans l'air. Mais que se passe-t-il dans la Chambre de commerce et d'industrie français au Maroc, la plus importante du monde ?
député de la 9e circonscription des France à l'étranger, Midjid El Gharab, a adressé un courrier à Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, au sujet des pratiques douteuses et d'un possible conflit d'intérêts au sein de la CFCIM qui regroupe pas moins de 3750 entreprises françaises au Maroc. C'est une institution fondée il y a plus d'un siècle. En réponse, le ministre indique qu'il a saisi la Direction générale du Trésor afin de faire le point sur ce dossier et d'apporter une réponse dans les meilleurs délais. Selon les révélations du site marocain yabiladi.com, certains administrateurs de la Chambre de commerce et d'industrie française au Maroc seraient en même temps prestataires de la Chambre. Ainsi, Franck Dautria, élu en 2017 membre du bureau exécutif de l'association et vice-président délégué aux relations institutionnelles, a facturé depuis 2015 à la Chambre une série de prestations réalisées par son cabinet Monceau Juridique and Fiscal. Un business qui rapporte. En 2016, un contrat le liant à la Chambre de commerce française pour des prestations de conseil juridique et de formation lui aurait permis, selon yabiladi.com, de facturer pas moins de 70 000 € hors taxes, ce qui représenterait 40% du chiffre d'affaires du cabinet cette année-là. La collaboration s'est poursuivie en 2017. Pour certains analystes, ces révélations ont l'allure d'une riposte. Le Maroc se venge-t-il d'une France de plus en plus distant vis-à-vis de la Cour? Dans la mesure où ce genre de pratique est assez fréquente dans des chambres de commerce et d'industrie françaises, une chose est sûre, les personnes dont le nom est indiqué dans ce rapport sont plus ou moins désignées après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence française. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a invité son homologue russe, Sergueï Lavrov, à se rendre au Maroc. Celui-ci a accepté l'invitation, indiquant qu'il souhaitait échanger sur le développement des relations en format bilatéral et international. Les deux hommes participent actuellement à New York aux travaux de la 73e Assemblée générale des Nations unies. Nous traversons des jours difficiles. Nous devons beaucoup communiquer, mais c'est toujours utile. Je compte profiter de l'occasion pour procéder à un échange de vues sur le développement de nos relations en format bilatéral et international, indiquait Sergueï Lavrov dans une remarque bien significative. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a inauguré jeudi 27 septembre 2018 à Tunis le Forum économique tunéso-libyen. Lors de ce forum, il a notamment annoncé plusieurs programmes, dont celui qui consistera à importer du pétrole libyen contre l'exportation de marchandises tunisiennes. Les acteurs économiques ne doivent pas attendre des solutions politiques en Libye. Le travail a déjà commencé pour mettre en vigueur les mécanismes et les cadres juridiques bloqués depuis 2011 entre la Tunisie et la Libye, a-t-il notamment lancé. Selon le chef du gouvernement tunisien, ces mécanismes d'échange vont être réactivés par la Haute Commission commune tuniso-libyenne qui se réunira dans les prochains mois. Parmi ces mécanismes sont prévus l'importation de pétrole libyen contre l'exportation de marchandises tunisiennes, le lancement d'une ligne maritime entre les deux pays, la réactivation de la ligne aérienne. Le Forum économique tunéso-libyen s'est ouvert jeudi à Tunis en présence des représentants de plus de 200 entreprises et d'hommes d'affaires libyens.